L'histoire que vous allez entendre maintenant est basée sur des faits réels. Les noms des personnages ont été modifiés pour préserver leur identité. Dans l'histoire d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer le désespoir que cette jeune femme a traversé simplement à cause de la couleur des yeux de son enfant. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir et, si vous êtes capable de comprendre, commentez ci-dessous afin que plus de personnes comprennent, et partagez-la avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. L'aube se levait sur Paris, baignant l'hôpital Saint-Antoine d'une lumière dorée. Dans la chambre 307, Élodie Beaumont serrait son nouveau-né contre sa poitrine, ses yeux fatigués mais remplis d'amour. Le petit Léo, arrivé après des heures de travail, reposait paisiblement dans ses bras. « Mon petit ange » murmura Élodie, caressant la joue du bébé. « Papa va bientôt arriver. Il sera si heureux de te rencontrer. » Mais quand Julien Mercier, le mari d'Élodie, entra dans la chambre, le sourire qu'elle attendait ne vint jamais. Au lieu de cela, ses yeux s'écarquillèrent de choc, puis se rétrécirent de suspicion. « Qu'est-ce que c'est que ça » siffla-t-il, sa voix à peine audible. Élodie, encore étourdie par l'accouchement, mit un moment à comprendre. « C'est notre fils, Julien. N'est-il pas magnifique ?» Julien s'approcha du lit, son visage se durcissant à chaque pas. « Notre fils » cracha-t-il. « Ce bébé est noir, Élodie. Comment oses-tu prétendre qu'il est de moi ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Les infirmières qui passaient dans le couloir ralentirent, sentant la tension monter dans la pièce. Élodie, le cœur battant, serra Léo plus fort contre elle. « Julien, je ne comprends pas. Je te jure que je n'ai jamais. »« Ne me mens pas » rugit Julien, faisant sursauter le bébé qui se mit à pleurer. « Tu m'as trompé. » « Avec qui ? Dis-moi. » Les larmes coulaient sur les joues d'Élodie. « Je te jure sur ma vie que je t'ai toujours été fidèle. Il doit y avoir une explication. » Mais Julien n'écoutait plus. Il arpentait la chambre comme un lion en cage, marmonnant des accusations et des insultes. Soudain, il s'arrêta net et fixa Élodie d'un regard glacial. « Tu sais quoi ? Je m'en fiche de tes explications. Ce bâtard n'est pas mon fils, et tu n'es plus ma femme. » Il arracha son alliance et la jeta sur le lit d'hôpital. Le petit anneau d'or rebondit sur les draps avant de tomber au sol avec un tintement métallique qui résonna comme un glas. « Julien, je t'en prie » supplia Élodie, sa voix brisée par les sanglots. « Ne fais pas ça. Nous pouvons comprendre ensemble. Nous pouvons. » Mais la porte claqua, coupant court à ses supplications. Julien était parti, laissant derrière lui un silence pesant, rompu seulement par les pleurs du bébé et les sanglots étouffés d'Élodie. Les heures qui suivirent passèrent dans un brouillard de larmes et de confusion. Les médecins et les infirmières allaient et venaient, murmurant des paroles de réconfort qu'Élodie entendait à peine. Sa mère, Marguerite, arriva en trombe, le visage pâle d'inquiétude. « Ma chérie, » dit-elle doucement, prenant sa fille dans ses bras. « Que s'est-il passé ?» Élodie, les yeux rouges et gonflés, raconta l'horrible scène entre les sanglots. Marguerite l'écouta, son visage passant de la confusion à la colère, puis à une détermination farouche. « Écoute-moi bien, ma fille, » dit-elle en prenant le visage d'Élodie entre ses mains. « Nous allons traverser cette épreuve ensemble. Ce petit ange est un cadeau, quelles que soient les circonstances de sa naissance. Julien n'est qu'un lâche s'il ne peut pas voir au-delà de ses préjugés. » Mais les mots réconfortants de sa mère ne pouvaient pas effacer la douleur et la peur qui s'étaient installées dans le cœur d'Élodie. Comment allait-elle élever un enfant seul? Comment expliquerait-elle à Léo, quand il serait plus grand, pourquoi son père les avait abandonnés? Alors que la nuit tombait sur Paris, Élodie regardait par la fenêtre de l'hôpital, Léo endormi contre sa poitrine. Les lumières de la ville scintillaient, indifférentes au drame qui venait de se jouer. Elle murmura une promesse à son fils. « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mon petit cœur, mais je te promets que je serai toujours là pour toi. Nous affronterons ce monde ensemble, toi et moi. » Ce qu'Élodie ignorait alors, c'est que cette promesse serait mise à l'épreuve bien plus tôt qu'elle ne le pensait. Car dans l'ombre, les rumeurs commençaient déjà à se répandre, et les regards curieux et jugeurs ne tarderaient pas à se tourner vers elle et son mystérieux bébé. Le chemin qui s'ouvrait devant eux serait long et difficile, pavé de défis et de préjugés. Mais pour l'instant, dans le calme de cette chambre d'hôpital, Élodie puisait sa force dans l'amour inconditionnel qu'elle ressentait pour son fils. Quoi que l'avenir leur réserve, ils l'affronteraient ensemble. Les jours s'écoulèrent, se transformant en semaines, puis en mois.
Pour Élodie Beaumont et son fils Léo, chaque journée était un combat contre les préjugés et les difficultés financières qui s'accumulaient comme des nuages d'orage à l'horizon. Le retour à leur petit appartement dans le 18e arrondissement fut particulièrement difficile. Les voisins, autrefois amicaux, chuchotaient maintenant sur son passage. Élodie pouvait sentir leurs regards inquisiteurs et entendre leurs murmures désapprobateurs chaque fois qu'elle sortait avec Léo. Un jour, alors qu'elle rentrait des courses, sa voisine, Madame Durand, l'arrêta dans le couloir. « Alors, ma petite Élodie, dit-elle d'un ton mielleux qui ne cachait pas sa curiosité malsaine. On ne voit plus votre mari. Il est en voyage d'affaires ?» Élodie serra les dents, sentant la colère monter en elle. « Non, Madame Durand. Julien et moi sommes séparés. »« Oh, quel dommage, » répondit la vieille dame, feignant la sympathie. Puis, baissant la voix, elle ajouta, « Et le petit, c'est vraiment le sien. » Cette fois, Élodie ne put contenir sa fureur. « Écoutez-moi bien, Madame Durand. Ma vie privée ne vous regarde en rien. Léo est mon fils, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Et si j'entends encore une seule rumeur malveillante, je n'hésiterai pas à porter plainte pour harcèlement. » Laissant sa voisine bouche bée, Élodie rentra chez elle, tremblante de rage et d'émotion. Elle posa Léo dans son berceau et s'effondra sur le canapé, les larmes aux yeux. « Comment allons-nous survivre dans ce monde cruel, mon petit ange ?» murmura-t-elle. Comme en réponse à sa question, le téléphone sonna. C'était sa mère, Marguerite. « Élodie, ma chérie, dit-elle d'une voix inquiète. Comment vas-tu ? J'ai essayé de joindre Julien pour lui parler de raison, mais il a changé de numéro. » Élodie soupira profondément. « Laisse tomber, maman. Il a fait son choix. Maintenant, je dois penser à l'avenir de Léo. »« Justement, j'ai peut-être une solution, » répondit Marguerite. « Mon amie Simone cherche quelqu'un pour l'aider dans sa boutique de fleurs. Ce n'est pas grand-chose, mais ça pourrait t'aider à joindre les deux bouts. » C'est ainsi qu'Élodie commença à travailler chez Les Fleurs de Simone, jonglant entre son emploi et les soins à Léo. Les journées étaient longues et épuisantes, mais elle trouvait une certaine paix parmi les fleurs, leur beauté et leur parfum lui rappelant que la vie pouvait encore être douce, malgré les épreuves. Simone, une femme d'une 60aine d'années au visage bienveillant, devint rapidement plus qu'une patronne pour Élodie. Elle était une confidente, une amie, et parfois même une seconde mère. Un soir, alors qu'Élodie fermait la boutique, Simone la prit à part. « Ma petite, dit-elle doucement, je vois bien que tu luttes. Pourquoi ne pas me laisser garder Léo pendant que tu travailles ? Ça t'éviterait de payer une nounou. » Les yeux d'Élodie s'embuèrent de larmes de gratitude. « Oh, Simone, je ne sais pas quoi dire. »« Alors ne dis rien, » sourit la vieille dame. « C'est un plaisir pour moi. Ce petit bonhomme illumine ma journée. » Grâce à la générosité de Simone et au soutien indéfectible de sa mère, Élodie parvint à maintenir la tête hors de l'eau. Mais les nuits restaient difficiles, peuplées de cauchemars où Julien revenait pour lui arracher Léo. Dans ces moments-là, elle se levait et allait contempler son fils endormi. Elle lui murmurait alors des histoires de rois et de guerriers africains, puisant dans les vagues souvenirs des contes que sa grand-mère lui racontait enfant. « Tu as la force de tes ancêtres dans tes veines, mon petit lion, » chuchotait-elle. Un jour, le monde verra ta grandeur. Les années passèrent, et Léo grandit, devenant un petit garçon vif et curieux. Ses yeux pétillants et son rire contagieux faisaient fondre même les cœurs les plus endurcis. Peu à peu, les regards désapprobateurs se firent plus rares, remplacés par des sourires chaleureux. Mais le combat d'Élodie était loin d'être terminé. Chaque nouvelle étape dans la vie de Léo apportait son lot de défis. L'entrée à l'école maternelle fut particulièrement éprouvante. Le jour de la rentrée, alors qu'Élodie accompagnait Léo dans sa classe, elle entendit une mère murmurer à son mari. « Regarde, c'est le petit dont je t'ai parlé. Celui qui n'a pas de père. » Élodie serra la main de Léo un peu plus fort, prête à affronter cette nouvelle bataille. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, une voix s'éleva. « Et alors ? Moi je trouve qu'il a l'air adorable, ce petit. Viens Léo, je vais te montrer où ranger ton cartable. » C'était l'institutrice, Mademoiselle Leroy, une jeune femme au sourire chaleureux. Elle fit un clin d'œil complice à Élodie avant d'emmener Léo. Ce soir-là, en rentrant du travail, Élodie trouva Léo dessinant à la table de la cuisine. « Regarde maman, dit-il fièrement, lui montrant son dessin. C'est nous deux, et là c'est mamie, et Simone, et Mademoiselle Leroy.
Élodie sentit son cœur se gonfler d'amour et de fierté. Peut-être que leur famille n'était pas conventionnelle, mais elle était remplie d'amour. « C'est magnifique, mon chéri, dit-elle en l'embrassant sur le front. Tu sais, nous avons de la chance d'avoir tant de personnes qui nous aiment. » Alors que Léo retournait à son dessin, Élodie regarda par la fenêtre. Le soleil se couchait sur Paris, baignant la ville d'une lueur dorée. Elle pensa à tout le chemin parcouru, à toutes les épreuves surmontées. L'avenir restait incertain, mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait prête à l'affronter. Ce qu'elle ignorait, c'est que le plus grand défi de sa vie l'attendait encore. Un secret enfoui dans son passé, une vérité qui, une fois révélée, changerait à jamais le cours de leur vie. Les années passèrent, et Léo grandissait, devenant un jeune garçon intelligent et curieux. À l'âge de 10 ans, ses questions sur son apparence et son père absent devenaient de plus en plus fréquentes et difficiles à éviter pour Élodie. Un soir d'automne, alors que les feuilles dorées tourbillonnaient dans les rues de Paris, Élodie reçut la visite de sa plus vieille amie, Charlotte Dufresne. Les deux femmes étaient assises dans la petite cuisine de l'appartement, sirotant un thé pendant que Léo faisait ses devoirs dans sa chambre. « Élodie, commença Charlotte, son visage habituellement jovial empreint d'une gravité inhabituelle. « Il faut qu'on parle de Léo. » Élodie sentit son cœur se serrer. « Que veux-tu dire ?» Charlotte prit une profonde inspiration. « Tu ne peux pas continuer à lui cacher la vérité. Il mérite de savoir qui il est vraiment. » Le visage d'Élodie pâlit. « Je ne sais pas de quoi tu parles, balbutia-t-elle, mais sa voix tremblante trahissait son malaise. « Oh, Élodie, soupira Charlotte. Je te connais depuis l'enfance. Je me souviens de ces étés que nous passions chez ta grand-mère à Marseille. Je me souviens des histoires qu'elle nous racontait sur ses origines sénégalaises. » Les mains d'Élodie se mirent à trembler, renversant un peu de thé sur la table. « Ce ne sont que des histoires de grand-mère, murmura-t-elle. Charlotte posa sa main sur celle de son amie. « Nous savons toutes les deux que c'est plus que ça. Léo a le droit de connaître son héritage, son histoire. Il doit comprendre pourquoi il est différent des autres enfants. » Les larmes aux yeux, Élodie secoua la tête. « Et si ça le blesse? Et si ça le rend plus différent encore? Et si ça le rend plus fort ?» contra doucement Charlotte. « La connaissance est une arme, Élodie. Une arme contre l'ignorance, contre les préjugés. » Leur conversation fut interrompue par le bruit de la porte de la chambre de Léo qui s'ouvrait. Le jeune garçon entra dans la cuisine, ses yeux sombres passant de sa mère à Charlotte. « Maman, demanda-t-il, sa voix pleine d'inquiétude. « Pourquoi tu pleures ?» Élodie essuya rapidement ses larmes. « Ce n'est rien, mon chéri. Tante Charlotte et moi discutions juste de choses de grandes personnes. » Mais Léo n'était pas dupe. Il s'approcha de sa mère et prit sa main. « C'est à cause de moi, n'est-ce pas? Parce que je suis différent ?» Le cœur d'Élodie se brisa en entendant ces mots. Elle échangea un regard avec Charlotte, qui hocha imperceptiblement la tête. « Mon petit lion, dit doucement Élodie, viens t'asseoir. Il est temps que nous ayons une conversation importante. » Pendant les heures qui suivirent, Élodie raconta à Léo l'histoire de leur famille. Elle lui parla de sa grand-mère, Aminata, qui avait quitté le Sénégal pour venir en France dans les années 60. Elle lui raconta comment Aminata avait rencontré son grand-père, un marin marseillais, et comment leur amour avait défié les conventions de l'époque. « Mais maman, interrompit Léo, les yeux écarquillés, pourquoi tu ne m'as jamais parlé de ça avant ?» Élodie sentit les larmes lui monter aux yeux. « J'avais peur, mon chéri. Peur que cela te rende la vie encore plus difficile. Je voulais te protéger. » « Me protéger de qui je suis ?» demanda Léo, sa voix tremblante de confusion et de colère. Charlotte intervint doucement. « Ta mère voulait te protéger d'un monde qui n'est pas toujours gentil avec ceux qui sont différents, Léo. » Le silence tomba sur la petite cuisine. Léo fixait ses mains, assimilant tout ce qu'il venait d'apprendre. Puis, lentement, il leva les yeux vers sa mère. « Est-ce que c'est pour ça que papa est parti ?» demanda-t-il d'une voix à peine audible. Élodie sentit son cœur se briser une nouvelle fois. « Ton père. » Julien, il n'a pas compris. Il a eu peur de ce qu'il ne connaissait pas. « Mais toi, continua Léo, tu es resté. Tu m'as aimé malgré tout. »« Oh, mon chéri, s'exclama Élodie en le prenant dans ses bras. Je t'aime non pas malgré qui tu es, mais pour qui tu es. Tu es mon fils, mon petit lion,
et je suis fier de chaque partie de toi. » Cette nuit-là, longtemps après que Charlotte soit partie et que Léo se soit endormi, Élodie resta éveillée, repensant à leur conversation. Elle se demandait si elle avait pris la bonne décision en révélant la vérité à Léo. Mais au fond d'elle-même, elle savait que c'était la seule chose à faire. Le lendemain matin, elle fut réveillée par le bruit de Léo dans la cuisine. Lorsqu'elle entra, elle le trouva en train de feuilleter un vieux livre de contes africains que sa grand-mère lui avait donné il y a des années. « Maman, » dit Léo en levant les yeux, un sourire illuminant son visage. « Tu peux me raconter plus d'histoires sur grand-mère Aminata? Et sur le Sénégal ?» Élodie sentit un poids se lever de sa poitrine. « Bien sûr, mon chéri. Que dirais-tu si nous commencions par l'histoire du lion et du baobab ?» Alors qu'elle commençait à raconter, Élodie réalisa que cette révélation n'était pas une fin, mais un nouveau départ. Un départ vers une compréhension plus profonde de leur identité, vers une fierté renouvelée de leurs origines. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que cette conversation allait déclencher chez Léo une quête d'identité qui le mènerait bien au-delà de ce qu'elle aurait pu imaginer. Une quête qui allait non seulement changer leur vie, mais aussi celle de tous ceux qui les entouraient. Les années qui suivirent la révélation de ses origines furent pour Léo une période de transformation profonde. À mesure qu'il grandissait, son désir de comprendre et d'embrasser son héritage se faisait de plus en plus fort. À l'âge de 17 ans, Léo Beaumont était devenu un jeune homme charismatique, intelligent et passionné par les questions de justice sociale et d'égalité. Un jour, alors qu'il assistait à un cours d'histoire au lycée Voltaire, le professeur, Monsieur Dubois, aborda le sujet de la colonisation française en Afrique. Léo, habituellement discret, sentit une urgence de prendre la parole. « Monsieur, dit-il, levant la main, ne pensez-vous pas que nous devrions aussi parler des conséquences à long terme de la colonisation sur les sociétés africaines et sur la France elle-même ?» Un silence stupéfait s'abattit sur la classe. Monsieur Dubois, pris au dépourvu, ajusta ses lunettes. « Eh bien, Léo, c'est une question complexe. » Mais importante, insista Léo, ses yeux brillants de passion. Nous ne pouvons pas comprendre la France d'aujourd'hui sans examiner son passé colonial et ses répercussions actuelles. Ce jour-là marqua le début de l'engagement de Léo dans le débat public. Ses interventions en classe, toujours réfléchies et éloquentes, attirèrent l'attention de ses camarades et de ses professeurs. Encouragé par ce soutien naissant, Léo décida d'organiser un débat au lycée sur la diversité et l'inclusion. L'événement fut un succès retentissant, attirant même l'attention de la presse locale. Léo Beaumont, le jeune prodige qui fait bouger les lignes, titrait Le Parisien dans un article consacré à l'événement. Élodie, en lisant l'article, sentit un mélange de fierté et d'appréhension. « Mon chéri, dit-elle à Léo ce soir-là, je suis tellement fier de toi. Mais n'oublie pas que le chemin que tu as choisi n'est pas facile. » Léo prit les mains de sa mère dans les siennes. « Je sais, maman. Mais c'est le bon chemin. Pour moi, pour nous, et pour tous ceux qui se sentent différents ou exclus. » L'engagement de Léo ne se limitait pas au lycée. Il commença à participer à des manifestations pacifiques pour l'égalité des droits, à écrire des articles pour des blogs engagés, et à donner des discours dans des associations de quartier. Un jour, alors qu'il participait à une marche pour la diversité dans les rues de Paris, les choses prirent une tournure inattendue. Un groupe de contre-manifestants, brandissant des pancartes xénophobes, tenta de perturber l'événement. Au milieu du chaos qui menaçait d'éclater, Léo monta sur un banc et éleva la voix. « Mes amis, mes frères, mes sœurs. Nous ne sommes pas ici pour nous battre, mais pour construire des ponts. La haine ne peut être vaincue par la haine, seul l'amour peut faire ça. » Son discours improvisé, capturé par les caméras des journalistes présents, devint viral en quelques heures. Les images de ce jeune homme noir, parlant de paix et d'unité face à l'adversité, touchèrent le cœur de millions de Français. Le lendemain, Léo fut invité sur le plateau de France 2 pour une interview. Face à la journaliste, il resta calme et posé, articulant sa vision d'une France unie dans sa diversité. « Nous ne devrions pas chercher à être daltoniens, dit-il. Nous devrions célébrer nos différences tout en reconnaissant notre humanité commune. » L'interview fut un tournant. Soudain, Léo n'était plus seulement un lycéen engagé, mais une voix importante dans le débat national sur l'identité et l'intégration. Les invitations à s'exprimer se multiplièrent, débats télévisés, conférences universitaires, et même une audition à l'Assemblée nationale sur la question de la discrimination. Mais avec la notoriété vinrent aussi les défis. Un soir, en rentrant d'une conférence,
Léo trouva Élodie en larmes dans leur appartement. « Maman, que se passe-t-il » demanda-t-il, alarmé. Élodie lui tendit une lettre. « Des menaces » murmura-t-elle. « Ils disent que tu devrais retourner d'où tu viens, point. » Léo serra sa mère dans ses bras. « Mais je suis chez moi, maman. Ici, à Paris, en France. Et je ne laisserai personne me dire le contraire. » Malgré les menaces et les obstacles, Léo continua son combat. Il créa une association, Pont de l'Espoir, pour promouvoir le dialogue interculturel et lutter contre la discrimination. Un jour, alors qu'il donnait une conférence à la Sorbonne, une question inattendue surgit du public. « Monsieur Beaumont, que pensez-vous du fait que votre père vous ait abandonné à cause de votre couleur de peau ?» Le silence tomba sur l'amphithéâtre. Léo, pour la première fois, sembla déstabilisé. Puis, reprenant son calme, il répondit. « Mon père a fait un choix basé sur la peur et l'ignorance. Mais ce choix ne me définit pas. Ce qui me définit, c'est l'amour de ma mère, le soutien de ma communauté, et ma détermination à construire un monde meilleur pour tous. » Sa réponse fut accueillie par une standing ovation. Dans le public, Élodie, les larmes aux yeux, applaudissait plus fort que tous les autres. Ce que Léo ignorait encore, c'est que parmi les spectateurs ce jour-là se trouvait quelqu'un qui allait changer le cours de sa vie, un homme aux cheveux grisonnants, dont le visage portait les marques du regret et de la honte. Un homme qui n'était autre que Julien Mercier, son père biologique. L'ascension fulgurante de Léo dans le débat public français avait ouvert de nombreuses portes, mais aussi soulevé de nouvelles questions. À 20 ans, le jeune homme ressentait un besoin croissant d'explorer plus profondément ses racines. Un soir d'été, alors que Paris suffoquait sous une vague de chaleur, Léo rentra à l'appartement familial, l'air préoccupé. Élodie, qui préparait le dîner, remarqua immédiatement son trouble. « Léo, mon chéri, quelque chose ne va pas » demanda-t-elle, essuyant ses mains sur son tablier. Léo s'assit lourdement à la table de la cuisine. « Maman, je crois qu'il est temps pour moi d'en apprendre plus sur notre famille. Sur nos origines. » Élodie sentit son cœur se serrer. Elle s'était préparée à ce moment depuis des années, mais cela ne rendait pas la conversation plus facile. « Que veux-tu savoir exactement ?» Tout, répondit Léo, ses yeux brillant d'une détermination nouvelle. « Je veux connaître l'histoire complète de grand-mère Aminata, de son voyage depuis le Sénégal. Je veux comprendre comment notre héritage a façonné qui nous sommes. » Élodie s'assit en face de son fils, prenant ses mains dans les siennes. « D'accord, mon petit lion. Il est temps que je te montre quelque chose. » Elle se leva et alla chercher une vieille boîte en fer dans le placard du salon. À l'intérieur se trouvaient des lettres jaunies par le temps, des photos en noir et blanc, et un petit carnet usé. « C'était à ta grand-mère, expliqua Élodie. Elle m'a donné ça avant de mourir, en me disant que je saurais quand serait le bon moment pour te le montrer. » Ensemble, ils passèrent des heures à explorer le contenu de la boîte. Léo découvrit des histoires d'amour interdites, de courage face à l'adversité, et de sacrifice pour un avenir meilleur. Il apprit comment Aminata avait bravé l'océan et les préjugés pour construire une nouvelle vie en France, comment elle avait lutté pour préserver sa culture tout en s'intégrant dans son pays d'adoption. Au fil de leur exploration, une lettre en particulier attira l'attention de Léo. Elle était adressée à Élodie, datée de quelques jours avant la naissance de Léo. « Maman, dit-il doucement, tu as déjà lu cette lettre ?» Élodie secoua la tête, surprise. « Non, je ne savais même pas qu'elle existait. » Les mains tremblantes, Léo commença à lire à haute voix. « Ma chère Élodie, si tu lis cette lettre, c'est que le moment est venu pour toi de connaître toute la vérité. Notre sang porte un secret, un héritage caché qui se manifeste parfois après des générations. Ton enfant à naître pourrait en être le porteur. Je t'en prie, ne crains pas ce don. Embrasse-le, car c'est la preuve vivante de notre histoire, de notre force. Rappelle-toi toujours que la diversité est notre plus grande richesse. Avec tout mon amour. Ta grand-mère, Aminata. » Le silence tomba sur la pièce. Élodie, les larmes aux yeux, regardait son fils avec un mélange de peur et d'émerveillement. « Léo, je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas. » Léo serra la lettre contre son cœur, son esprit tournant à toute vitesse. « Maman, c'est pour ça que je suis différent ? C'est pour ça que papa est parti. » Élodie acquiesça lentement. « Je suppose que oui. Mais Léo, tu dois comprendre que ton père.
Julien, il n'était pas prêt pour ça. Il ne comprenait pas. Cette révélation déclencha chez Léo une quête frénétique de compréhension. Il se plongea dans des recherches sur la génétique, l'histoire africaine et les mouvements migratoires. Il contacta des historiens, des généalogistes et même des scientifiques spécialisés dans l'étude de l'ADN. Un jour, alors qu'il travaillait tard à la Bibliothèque nationale, Léo tomba sur un vieux journal intime. Il appartenait à un marin français qui avait voyagé au Sénégal dans les années 1920. Le marin décrivait sa rencontre avec une famille sénégalaise aux dons extraordinaires, capable de faire ressurgir les traits de leurs ancêtres les plus lointains. Excité par cette découverte, Léo décida d'organiser un voyage au Sénégal. « Maman, annonça-t-il un soir, je dois y aller. Je dois voir de mes propres yeux d'où nous venons. » Élodie, bien que inquiète, comprenait le besoin de son fils. « D'accord, mon chéri. Mais promets-moi d'être prudent. » Le voyage au Sénégal fut une révélation pour Léo. Il découvrit un pays vibrant, riche en culture et en histoire. Dans un petit village près de Dakar, il rencontra des anciens qui lui parlèrent de légendes sur des familles aux dons spéciaux. Mais la plus grande découverte attendait Léo à son retour en France. En fouillant dans les archives de l'hôpital où il était né, il tomba sur un document qui allait tout changer, un test de paternité, effectué juste après sa naissance, qui prouvait sans l'ombre d'un doute que Julien Mercier était bien son père biologique. Léo fixa le document, son monde basculant. Toutes ces années, toute cette douleur, tout ce rejet, basé sur une erreur, une peur irrationnelle. Ce soir-là, rentrant chez lui avec cette vérité explosive, Léo ne savait pas encore que le destin lui réservait une dernière surprise. Une rencontre qui allait non seulement changer sa vie, mais aussi celle de tous ceux qui l'entouraient. 20 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit fatidique à l'hôpital Saint-Antoine. Paris avait changé, le monde avait changé, et Léo Beaumont, désormais âgé de 25 ans, était devenu une figure incontournable du paysage médiatique et social français. Par une froide matinée d'automne, Léo se préparait pour une interview à la radio sur son dernier livre, Racines et branches, l'héritage multiculturel de la France. Alors qu'il ajustait sa cravate devant le miroir, son téléphone sonna. C'était sa mère, Élodie. « Léo, mon chéri, dit-elle, sa voix trahissant une certaine urgence. Il faut que tu viennes à l'hôpital Cochin dès que possible. » Le cœur de Léo manqua un battement. « Maman ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu vas bien ? » « Je vais bien, ne t'inquiète pas, le rassura Élodie. « Mais, il y a quelqu'un ici qui veut te voir. » « C'est important, Léo. » Intrigué et inquiet, Léo annula son interview et se précipita à l'hôpital. Dans le hall, il trouva sa mère, l'air préoccupé mais déterminé. « Maman, explique-moi, » demanda Léo, prenant les mains d'Élodie dans les siennes. Élodie prit une profonde inspiration. « Léo, ton père est ici. Julien est malade, et il veut te voir. » Le monde sembla s'arrêter autour de Léo. Julien. Le père qu'il avait abandonné, qui avait brisé le cœur de sa mère. L'homme dont l'absence avait façonné toute sa vie. Je ne sais pas si je peux faire ça, maman, murmura Léo, sentant une vague de colère et de peur monter en lui. Élodie caressa doucement la joue de son fils. Je sais que c'est difficile, mon chéri. Mais parfois, le pardon n'est pas seulement pour l'autre. C'est aussi pour nous-mêmes. Après un long moment d'hésitation, Léo hocha la tête. Ensemble, ils montèrent à l'étage et entrèrent dans une chambre d'hôpital. Là, allongé sur un lit, se trouvait Julien Mercier. Les années n'avaient pas été tendres avec lui. Son visage était creusé, ses cheveux gris, et ses yeux portaient le poids de 2 décennies de regrets. Quand Julien vit Léo entrer, ses yeux s'emplirent de larmes. « Léo, » murmura-t-il, sa voix à peine audible. « Mon fils. » Léo resta figé sur place, un tourbillon d'émotions menaçant de le submerger. Colère, tristesse, confusion, et quelque chose d'autre, une étrange forme de soulagement. « Pourquoi maintenant ?» demanda Léo, sa voix tremblante. « Après toutes ces années ?» Julien ferma les yeux un instant, comme pour rassembler ses forces. « Parce que j'ai été un lâche pendant trop longtemps. Parce que je t'ai vu à la télévision, défendant des valeurs que j'aurais dû avoir le courage d'embrasser il y a 20 ans. Parce que je suis fier de l'homme que tu es devenu, même si je n'ai aucun droit de revendiquer cette fierté. » Les mots de Julien frappèrent Léo comme des vagues, érodant lentement les murs qu'il avait construits autour de son cœur.
J'ai fait un test de paternité, continua Julien, sa voix brisée par l'émotion. Juste après ta naissance. Il prouvait que tu étais mon fils. Mais j'étais tellement aveuglé par mes préjugés, tellement effrayé par ce que les autres diraient, que j'ai choisi de fuir plutôt que d'affronter la vérité. Léo sentit ses jambes faiblir. Il s'assit lourdement sur une chaise à côté du lit. Tu savais? Depuis le début? Julien acquiesça, les larmes coulant librement sur son visage. Je suis désolé, Léo. Tellement désolé. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je voulais que tu saches la vérité avant que... Il ne finit pas sa phrase, mais le bip régulier des machines autour de lui était un rappel silencieux de sa condition. Le silence tomba sur la chambre. Élodie, qui était restée en retrait, s'approcha et posa une main réconfortante sur l'épaule de Léo. Finalement, Léo prit la parole, sa voix à peine plus qu'un murmure. Toute ma vie, j'ai lutté pour la compréhension, pour l'acceptation. J'ai prêché le pardon et l'amour face à la haine et à l'ignorance. Comment puis-je demander aux autres de faire ce que je ne peux pas faire moi-même? Il se tourna vers Julien, les yeux brillants de larmes contenues. Je ne peux pas effacer 20 ans de douleur en un instant. Mais je peux choisir d'aller de l'avant, de construire quelque chose de nouveau. Julien tendit une main tremblante vers son fils. Après un moment d'hésitation, Léo la prit dans la sienne. Ce geste simple marqua le début d'un nouveau chapitre dans leur vie. Au cours des semaines qui suivirent, Léo rendit visite à Julien régulièrement. Ils parlèrent de tout et de rien, rattrapant 2 décennies perdues. Julien partagea avec Léo des histoires de sa propre enfance, de ses propres luttes avec l'identité et l'appartenance. Léo, en retour, parla de son travail, de ses espoirs pour l'avenir. Élodie, témoin silencieux de cette réconciliation, sentit un poids se lever de ses épaules. La blessure qui avait marqué leur famille pendant si longtemps commençait enfin à guérir. Un mois après leur première rencontre à l'hôpital, Julien décéda paisiblement dans son sommeil. Mais grâce à ces dernières semaines, il partit non pas comme un étranger, mais comme un père retrouvé. Lors des funérailles, Léo prit la parole. Devant une assemblée émue, il parla non pas de l'homme qui les avait abandonnés, mais de celui qui avait eu le courage de reconnaître ses erreurs et de chercher le pardon. Mon père m'a appris une dernière leçon, dit Léo, sa voix portant dans l'église silencieuse. Que le changement est possible, que le pardon a le pouvoir de guérir même les blessures les plus profondes. Cette leçon, je la porterai avec moi dans tout ce que je fais. Cette expérience transforma profondément Léo. Son message d'unité et de compréhension prit une nouvelle dimension, enrichi par son expérience personnelle de pardon et de réconciliation. Élodie, regardant son fils parler avec passion et compassion, ne put s'empêcher de penser à quel point la vie pouvait être étrange et belle. Ce qui avait commencé comme une tragédie s'était transformé en une histoire de rédemption et d'espoir. Alors que Léo concluait son discours, un rayon de soleil perça les vitraux de l'église, illuminant son visage. Dans ce moment de grâce, Élodie vit non seulement son fils, mais aussi l'héritage d'Aminata, la force de leurs ancêtres, et la promesse d'un avenir meilleur. L'histoire de Léo Beaumont, l'enfant rejeté devenu une voix pour le changement, continuerait d'inspirer des générations à venir. Une histoire qui prouvait que l'amour, la compréhension et le pardon pouvaient triompher des préjugés les plus enracinés, et que la véritable force résidait dans notre capacité à embrasser notre héritage tout en construisant des ponts vers l'avenir.